Merci. Bonjour à tous, merci d'être venus, on va dire, si nombreux. Merci Bruno et Cyril d'être venus modérer la session. Alors, hop là, je vais trop vite. Ça commence bien. Donc au sommaire, on va parler un petit peu de tout ce que j'ai décrit ici. Ça va être surtout axé sur les concepts, donc ça va pas être une session très technique non plus. J'ai essayé d'adapter en fonction du public. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans les DSI dans la salle. L'idée étant d'être assez compréhensible pour tout le monde. Alors chez Olea, je ne suis pas forcément chez Olea depuis la création de la société. Je suis arrivé il y a 2 ans. Olea a toujours été une société qui a essayé d'innover. D'abord, de par son ouverture, on est tous issus de milieux très différents. Ceux qui nous connaissent savent qu'on est vraiment très différents chez Olea. On est une équipe très soudée. On a beaucoup de créativité dans les équipes. C'est ce qui nous aide à avoir des logiciels toujours au top. On a beaucoup de flexibilité aussi. On s'adapte au mieux à la demande des médecins. On est très réactif parce qu'on a su rester une société qui est assez petite. On n'est pas très nombreux et ça nous permet d'être très réactifs face à des gros. Et tout ça, ça nous a permis d'avoir comme ADN de l'innovation. C'est vraiment notre cœur de métier. On innove depuis le début. Alors d'un point de vue historique, j'ai décidé de faire simple d'un point de vue historique. N'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'il y avait au début du cloud? Avant le cloud, il y avait Internet. Et Internet, au début, c'était ça. Donc c'était principalement toutes les universités américaines qui étaient interconnectées entre elles. Alors si vous cherchez bien, vous allez pouvoir trouver NYU, vous allez trouver... en cherchant, on trouve un petit peu des noms qu'on reconnaît. Il y avait aussi, il y a Stanford là-bas, je vois. Donc ça, en fait, c'était à la base, avant Internet, c'est ce qu'il y avait. C'était des universités qui étaient interconnectées. Et à l'issue de ça, ça a donné ce qu'on maintenant on connaît, qu'on appelle Internet, vulgairement. Et c'est ça qui est à la base du cloud. Donc le cloud, tout le monde y accède maintenant sans trop savoir. Ce qu'il faut savoir principalement, c'est la base du cloud, ça reste Amazon. C'est eux qui ont démocratisé ça. Je vais y arriver, j'ai du mal avec les feuilles. En fait, historiquement, c'est Amazon qui a démocratisé le cloud parce que qu'est-ce qui se passait? Ils avaient des gros pics d'activité pour les fêtes de Noël et le reste de l'année, il ne se passait rien. Donc, ils avaient des machines qui tournaient et qui consommaient de l'énergie pour rien. Donc, ils ont décidé d'utiliser cette énergie dépensée et de la vendre à des clients pour que les clients puissent produire de la valeur ajoutée avec ça. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect historique qui est rigolo. C'est vraiment ce qui a permis de démocratiser cet aspect-là du cloud qu'on connaît maintenant tous les jours. Après Amazon, il y a aussi Salesforce. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme de CRM qui est utilisée dans le milieu de l'entreprise, qu'on utilise aussi chez nous, chez Olea. C'est eux qui en 99 ont commencé à monétiser ça pour le grand public. Quand je dis grand public, c'est au-delà simplement de l'aspect calcul. Donc ils ont eu l'idée en fait de mettre toute la partie gestion commerciale en ligne et permettre l'exploitation de toutes les données commerciales au travers du cloud en dématérialisant tout ce qu'avant on avait sur des serveurs en local. Donc on retrouve Amazon au travers de leur plateforme de vente que tout le monde connaît. Et aussi IBM qui, je crois que c'est en 2007, en 2007, qui eux par contre au travers de leurs serveurs ont vraiment fini de proposer ça à des clients. C'est vraiment la base de tout au niveau du cloud.
Alors, le cloud s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde, puisque maintenant tout le monde utilise, tout le monde a des smartphones, tout le monde utilise des applications, que ce soit Twitter, Facebook, Gmail ou Salesforce aussi. On a tous euh, des flux de photos aussi sur nos iPhones. C'est pas une présentation Apple, hein. Donc tout ce que vous allez retrouver sur vos iPhones, plus ou moins, c'est du cloud. Avec en particulier ce que vous voyez ici, le flux photo. Si vous êtes abonné à Apple iCloud, vous allez pouvoir prendre des photos sur votre iPhone et les retrouver tout de suite sur votre iPad, sur tous vos devices connectés. Donc on va voir aussi, au travers de ça, tous les concepts qui font que c'est du cloud. Et en fait, on utilise ça maintenant tous les jours, tout le monde utilise ça tous les jours. Donc, ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que d'un point de vue, on ne va pas aller dans la technique, mais d'un point de vue modélisation, donc ça c'est le modèle interne, ce qu'on a tous connu, ce qui est encore pas mal implémenté. Donc ce que j'ai appelé le modèle interne avec une gestion ici sur la partie MOV, tout ça c'était ce qui était dédié d'un point de vue responsabilité, on va dire aux utilisateurs. Et tout ça, c'était à l'époque ce qui était dédié par le prestataire ou par les DSI. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du modèle interne. Ensuite, on va évoluer vers un modèle qui va être de l'infrastructure as a service, ce qu'on appelle IaaS. Où là, petit à petit, les briques de responsabilité changent de camp. Et on voit qu'on peut aller jusqu'à la couche de virtualisation, où en fait tout ceci va être géré par les DSI ou carrément par des prestataires externes. Et le client ne va utiliser plus que les systèmes d'exploitation, les logiciels de base, le code et les données. On va pouvoir encore évoluer de manière intermédiaire vers du modèle plateforme as a service, où là on va avoir tout qui est pris en charge plus ou moins par la DSI, jusqu'au logiciel. Et enfin, pour finir, le modèle SaaS, qui est le software as a service, que pas mal de gens connaissent aussi maintenant au travers du cloud. Ça va être uniquement les données et éventuellement le code applicatif qui va être pris en charge par l'utilisateur. Enfin, pris en charge qui va être responsable de ces données. Donc si on remodélise tout ça sous une autre forme, ça va nous donner une couche d'infrastructure, une couche de stockage, une couche de plateforme pour les systèmes et la couche applicative sur laquelle on va pouvoir avoir uniquement du service et des clients qui vont venir accéder à ça. On trouve aussi d'autres modèles intermédiaires qui vont être par exemple du DaaS qui correspond en fait à du desktop as a service. Vous allez pouvoir consommer tout simplement du bureau virtuel en ligne. Donc ça c'est ce qu'on appelle du DaaS. C'est des solutions de bureaux virtualisés. Pardon. On va continuer un petit peu avec un peu plus de précision sur les 4 concepts de base du cloud, puisque je vous ai dit qu'on allait parler de concepts plus que de techniques pures. Donc les 4 concepts de base ici, ça va être l'élasticité, l'ouverture, la mutualisation et le paiement à l'usage. Alors vous allez voir dans les slides, bien souvent quand je présente, j'essayais de faire des analogies avec le monde réel. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi souvent des concepts qui sont tellement proches, tellement liés que dans les analogies, on va se retrouver avec deux concepts en même temps. Et c'est vrai que finalement, la vraie vie, c'est aussi... c'est quelque chose le cloud est quelque chose qui ressemble pas mal à la vraie vie aussi. Donc tout est très lié là-dedans. Alors on va commencer par l'ouverture. Donc je vous ai parlé d'ouverture chez Olea. Peut-être que c'est un signe aussi. Le cloud, un des concepts de base, c'est effectivement l'ouverture. L'ouverture, c'est quoi? Excusez-moi, hop, petit problème de trackpad.
En fait, il y a deux façons de voir l'ouverture. Il y a l'ouverture d'un point de vue géographique, où en fait, ben, on va pouvoir fournir de services de n'importe où dans le monde. L'un des principes de base, c'est l'ouverture et c'est le fait de pouvoir se connecter de partout, de n'importe où. Euh, il n'y a plus de limites physiques, plus de limites géographiques dans le cloud. Ça, c'est le premier morceau, on va dire. Le deuxième morceau, c'est qu'on va pouvoir se connecter aussi avec n'importe quel appareil. On va pouvoir utiliser de l'Apple, du Windows, de tout ce qu'on veut. C'est vraiment l'ouverture au sens large. Alors, euh, on a tous, dans nos vies quotidiennes, on travaille tous, maintenant quasiment tout le monde a des smartphones, et il y a un concept qu'il faut introduire aussi avec cet aspect d'ouverture, c'est-à-dire que euh, quand vous allez au bureau, bien souvent, maintenant, nous tous, on reçoit nos mails de bureau sur nos smartphones. C'est aussi une forme d'ouverture. C'est ce qu'on appelle du BYOD, du Bring Your Own Device. Alors, c'est quelque chose qui est souvent perçu par les DSI comme des failles de sécurité. C'est pas forcément le cas, selon moi, si l'infrastructure est adaptée. Dans le sens où, dans le cloud, en fait, il n'y a plus rien sur les devices, tout est plus ou moins streamé. Et en réalité, la sécurité se fait de cette façon-là, c'est-à-dire que les données ne sortent pas du data center. Alors, effectivement, ce qui va suivre ça va être forcément, on voit que le nombre euh, de devices se multiplie. Après, on va parler de l'élasticité. Je vais oublier un slide, sinon. Hop, voilà. En termes d'ouverture, je vous ai parlé j'ai pris à l'envers. Ce qui va être important, c'est, je vous ai dit, on va pouvoir commencer à travailler à un point du globe et continuer ailleurs. Donc j'ai pris un exemple de YouTube, ça peut être ce qu'on veut. Typiquement votre flux photo, si vous travaillez, vous faites des photos quelque part, vous allez pouvoir reprendre ailleurs, vous allez pouvoir partager tout ça en même temps partout. Euh, c'est vraiment ce concept-là qu'il faut intégrer. Il n'y a plus de limite géographique. Alors j'ai repris des schémas tout faits parce que c'était un petit peu compliqué. D'un point de vue élasticité, je vous ai dit, là, on a beaucoup de devices qui viennent se connecter, qui viennent accéder aux ressources. Donc, en termes de capacité informatique, mais aussi en termes de capacité dans la vie de tous les jours, vous allez voir. En termes de capacité informatique, ce qui est compliqué, c'est d'adapter la réponse à la demande. C'est-à-dire, dans les modèles traditionnels, on se retrouve avec, pour démarrer une activité, on va avoir ici, je ne sais pas si vous voyez bien le pointeur, on va avoir forcément des investissements par palier qui peuvent être des freins à l'innovation. Donc ici, il y a une courbe de charge qui est modélisée, qui représente en fait la demande. L'idée étant, quand vous avez de la demande, c'est de répondre au mieux à cette demande et d'avoir une courbe de réponse qui est le plus proche possible. Avec ici un modèle traditionnel, on a des investissements par palier. On se retrouve dans des zones où en fait la charge c'est soit sous-évaluée, soit surévaluée. Donc vous allez vous retrouver ici avec typiquement du provisionnement pour rien. C'est une sorte de gaspillage. Et ici, à l'inverse, vous allez avoir un manque de ressources. Et ainsi de suite. Concrètement, ça se traduit, j'ai pour habitude de prendre des exemples concrets. Donc ça va être un restaurant qui va vouloir recevoir du public. Si il s'approvisionne de trop, il va avoir du gaspillage, il va devoir jeter de la nourriture. Et si il n'en approvisionne pas assez, il va devoir refuser des clients. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est une bonne chose. Tout le point crucial et l'enjeu va être justement de provisionner correctement les choses. En termes de cloud, l'élasticité va permettre d'adapter automatiquement la charge, la réponse à la charge. Donc on va réduire automatiquement la surcapacité, on n'aura plus de sous-capacité. Alors on sera toujours un petit peu au-dessus, mais il n'y aura pas ou
plus de gaspillage. L'idée, c'est ça, c'est-à-dire de coller au mieux entre les deux courbes et entre la demande et la réponse. C'est un petit peu aussi ce que vous avez en hiver, toujours pareil qu'à Concret. EDF en hiver, ils ont beaucoup plus de demandes qu'en été en général. Donc c'est pareil, ils adaptent leur puissance dans ces périodes-là. Autre exemple concret, on va transposer ça d'un point de vue purement DSI. On a trois entités qui ont des serveurs de mail ici, par exemple. Donc ils ont investi dans des serveurs de mail, ils ont chacun un certain pourcentage. Alors ça paraît pas très bien, mais le premier c'est 30%, le deuxième c'est 10% et 20%. Donc il y a de la charge consommée et de la charge perdue. Dans un cas, dans un autre cas, donc il y a beaucoup de pertes dans le premier cas. Dans le deuxième cas, c'est optimisé différemment et on se rend compte que la charge est répartie sur le premier serveur, puis ensuite sur le deuxième. Et le dernier serveur, en fait, il est complètement arrêté, ce qui nous permet d'effectuer des économies qui ne sont pas dans le premier cas. Donc ça fait aussi du sens sur l'élasticité, mais sur le concept suivant, qui va être la mutualisation, qui est un petit peu la même chose. Enfin, pas la même chose, mais qui va se rejoindre là-dessus. Donc ici, c'est pareil, j'ai repris trois organisations qui ont des services IT, donc du stockage, de la base de données, du firewall. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ces organisations ont décidé de mettre leurs ressources, non pas en commun, mais de mutualiser et de créer ici un cloud. À ce moment-là, ce qui va se passer, on va être dans de la mutualisation. On va créer un cloud avec ce que j'ai appelé un catalogue de services. Et à ce moment-là, les trois entités vont pouvoir accéder à un catalogue de services commun et on va pouvoir réaliser comme ça des coûts d'échelle. Alors ce qui se passe, je vous ai parlé tout à l'heure dans la courbe de charge IT. En fait, la vraie question qu'on pose aussi au bout d'un certain temps, c'est j'ai repris un petit peu ici la courbe de charge IT et il y a des moments cruciaux où les deux courbes vont se croiser. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des moments où il va peut-être être plus intéressant d'avoir ses propres serveurs plutôt que de faire héberger ça dans des data centers. Typiquement, je ne sais pas si vous connaissez les jeux en ligne, alors peut-être pas Candy Crush, mais à un moment donné, c'est la grande mode de Farmville et tout ce genre de jeu. Farmville, en fait, c'est le type de jeu qui est souvent hébergé sur des plateformes type Amazon. En fait, les sociétés, c'est des startups, ils commencent à développer un jeu, puis avant d'investir par eux-mêmes dans des data centers, dans leur propre data center, ils positionnent leurs applications sur du cloud jusqu'à un certain point. Quand ils atteignent un seuil de rentabilité qui est représenté ici, d'une part par un nombre d'utilisateurs et d'autre part par de l'investissement, à ce moment-là, petit à petit, ils vont basculer leur jeu sur leur propre data center. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus rentable. Mais il y a effectivement le point crucial, c'est déterminer ce seuil. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans les déploiements. Il y a des moments où ça va être plus rentable d'internaliser. C'est vraiment un point crucial à déterminer en termes de DSI. Dernier point, le dernier point du cloud, en fait, on a vu que c'était quelque chose qui s'adaptait automatiquement, qui adaptait la demande à la charge. C'est possible au travers de ce qu'on appelait le paiement à l'usage. Alors, dans un modèle classique, on a ce qu'on appelle le TCO, le coût total de possession. Donc, quand vous achetez un ordinateur dans une DSI, c'est pas seulement le prix d'achat qu'il va falloir prendre en compte, c'est aussi toute la partie coût opérationnel. Donc, ça va être peut-être que pour un ordinateur personnel, c'est pas trop le cas, mais dans l'achat de serveurs en particulier, toute la consommation électrique et toute la partie coût de maintenance.
Dans le cloud, tout ça c'est quelque chose qui disparaît puisque tout est pris, on ne paye que de l'usage, on ne paye pas, on ne possède pas, c'est uniquement de la possession. Alors j'ai pris comme exemple quelque chose qui devrait être assez parlant. On a comme cahier des charges de se rendre d'un point A à un point B, donc euh, il y a j'ai pris trois cas d'usage. On a soit un automobiliste qui possède sa voiture et qui fait le trajet. Donc 90% du temps, la voiture reste au garage. Et le reste du temps, bah, il se déplace et ça lui coûte de l'argent. Donc il prend en charge la totalité du coût. Quelqu'un qui va prendre un taxi, où à ce moment-là, il va consommer uniquement le trajet. Et le troisième exemple, bah, ça va être le covoiturage comme Blablacar, où à ce moment-là, on va avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'aspect paiement à l'usage plus la mutualisation, puisqu'il va partager son trajet avec quelqu'un d'autre. Alors pourquoi le cloud? Bon, ça va être un petit peu la partie un peu plus marketing, même si c'est pas forcément le but tout de suite. Alors ben, au travers des concepts que je vous ai cités, il va y avoir d'abord l'implémentation rapide. C'est très rapide à mettre en œuvre. En général, ça consiste à créer un compte sur Internet, sur un site sur lequel on veut utiliser les services. Ça va être quelque chose qui est très intéressant pour la DSI, ça va être plus de gestion de maintenance et plus de mise à niveau. Donc ça, on retrouve l'aspect coût de possession. Il n'y a plus de coût de ce côté-là. Il va y avoir l'évolutivité instantanée. La maintenance étant faite par le fournisseur, quand il va y avoir de la mise à jour, ben, ça sera transparent pour l'utilisateur. Il y aura éventuellement des coupures très, très rapides de service, mais ça ne doit pas forcément influer sur le bon fonctionnement. Il y a surtout zéro investissement initial. Il n'y a pas d'investissement dès le départ. C'est-à-dire, on commence une société, on est une personne, on paye pour une personne, on ne paye pas pour 10. L'investissement d'un serveur, c'est souvent des gros coûts. Là, en l'occurrence, des boîtes mail, par exemple, c'est ce qu'on utilise chez nous, on utilise de la messagerie Gmail. Quand quelqu'un arrive dans la boîte, on rajoute une boîte, une boîte mail justement, c'est le coup de le dire. C'est pas un pack de licences comme ça se passait avant, où on achetait des packs de 10 licences de mail. Et s'il n'y avait qu'une personne qui arrivait, il fallait quand même acheter 10 licences. Comme je vous ai expliqué, c'est accessible de partout, il n'y a plus de frontières géographiques, il n'y a plus de limites géographiques. Et c'est accessible partout aussi depuis n'importe quel device. Et pour finir, la sécurité qui est améliorée, je vous ai expliqué rapidement tout à l'heure, il n'y a pas, en théorie, plus rien ne sort du data center. Vous pouvez consulter sans problème. Ça devient plus compliqué pour exporter les données. Les données ne sont pas physiquement situées sur les devices. Il n'y a plus de données sur les devices. La sécurité est souvent un gros frein à l'adoption. C'est ce qu'on va voir après. Et après, il y a aussi quelque chose qui figure pas là-dedans, mais globalement, par expérience, il y a quelque chose qui est très important là-dedans, c'est l'adoption et l'acceptation par les utilisateurs. Si vous avez essayé de mettre en place des suites logicielles dans les entreprises, souvent ce qui cloche, c'est ce qui pêche, c'est l'acceptation par les utilisateurs. Dans le cadre du cloud, on se rend compte que les gens adhèrent tout de suite parce qu'ils ont tout de suite un logiciel qui correspond à leurs besoins. Alors, le point qui fâche un petit peu et qui freine souvent, c'est la sécurité dans le cloud, puisqu'effectivement, traditionnellement, les DSI aiment bien avoir leurs données en propre, savoir que leurs données sont chez eux. Alors ça peut être ou pas un bon raisonnement, dans le sens où entre un serveur qui est hébergé, alors je ne sais pas comment c'est dans vos data centers à vous, ou dans votre salle serveur, mais bien souvent les data centers en France en tout cas, ce sont des salles ultra sécurisées, c'est des locaux qui sont protégés contre les incendies, contre les inondations, contre toutes les catastrophes naturelles, les accès sont sécurisés. Et c'est ça qui freine. À l'inverse, en général, les salles DSI
dans les entreprises et dans les lieux publics ne sont pas toujours autant sécurisés. Pour en avoir vu pas mal, c'est pas toujours le cas. Donc personnellement, je préfère avoir mes données d'un vrai data center que sur site. Donc on va différencier en fait trois types de cloud. On va avoir du cloud privé, du cloud hybride et du cloud public qui en réalité vont être utilisés de façon plus ou moins... ça va être la même chose, mais l'utilisation qu'on va en faire va dépendre du type de données qu'on va vouloir stocker. On va utiliser plutôt du cloud privé pour des données qui vont être sensibles et plutôt du cloud public qui vont être pour des données qui vont être moins sensibles. Et on va avoir quelque chose d'hybride on va avoir le cloud hybride qui va permettre de faire un petit peu la transition entre les deux. Notamment, on va pouvoir travailler avec du cloud privé sur des données de santé, puisque c'est quand même un petit peu le sujet ici. Et après, peut-être que des données qui sont beaucoup moins sensibles, on va peut-être pouvoir héberger ça sur du cloud public. Le point important là-dessus, c'est pas tant d'héberger dans du cloud, c'est de savoir ce qu'on va devoir héberger pour pouvoir savoir où on va l'héberger. C'est ça le point à retenir là-dessus. Donc c'est au DSI de définir les bonnes pratiques à ce niveau-là. Donc déjà connaître leurs utilisateurs, connaître leurs métiers respectifs afin de déterminer le bon mode de fonctionnement. Voilà. Alors tout ceci est quand même encadré, donc on est quand même bien placé en France sur les data centers. 40% des data centers dans le monde sont situés aux États-Unis. La France n'est que quatrième, mais je dirais que c'est quand même déjà très bien. Elle est derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc on est quand même bien placé là-dessus. Ce qui est important de retenir d'un point de vue sécurité, c'est que les États-Unis, ils ont quand même défini des règles, donc que vous connaissez peut-être même mieux que moi, qui sont les règles HIPAA qui ont été définies par un organisme qui s'appelle la HHS. Donc il y a une règle de vie privée, la Privacy Rule. Il y a la Transaction and Code Set Rule qui régule les transactions. Il y a les Security Rules sur la sécurité des données. Et l'identifiant unique, une règle d'identifiant unique, et il y a surtout une règle d'enforcement qui permet de contrôler et de pouvoir éventuellement sanctionner si les pratiques ne sont pas respectées. Donc on va retrouver en termes de choses à respecter, on va assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de toutes les données patients créées, reçues ou conservées ou transmises. On va identifier et protéger contre les menaces, la sécurité ou l'intégrité des informations. Et on va protéger contre l'utilisation ou la divulgation non autorisée. Alors après, il y a effectivement, on discutait avec Bruno tout à l'heure, il y a d'autres niveaux plus élevés qui sont relatifs aussi à la défense chez eux, que je n'ai pas forcément eu le temps de découvrir. Et en France, on a ce qu'on appelle le HADS, que vous devez peut-être, que vous devez certainement connaître. Il y a peut-être, j'ai pas vu les confrères ni partenaires, mais qui devaient être dans la salle, où effectivement on va avoir en gros les mêmes choses. On va garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des patients. Et par contre, les données doivent être localisées dans l'Union européenne, sauf exception. Donc sauf exception, c'est pas non plus... il n'y a pas beaucoup d'exceptions. Il y a quelques pays qui sont autorisés. Alors j'ai plus la liste, mais en gros je crois qu'il y a l'île de Man, il y a un pays en Amérique du Sud, il y a 2-3 pays qui ont le droit d'héberger les données. Je crois qu'il y a le Canada et la Suisse aussi, parce qu'ils respectent scrupuleusement les lois de l'Union européenne. Alors on me dit souvent oui, mais les données vont être où ? En tout cas en France et même en Europe, ça doit respecter quand même cette localisation. Alors ça va un petit peu à l'encontre de l'aspect ouverture, où tout à l'heure j'ai dit
on pouvait accéder de partout, mais en tout cas, les données doivent physiquement se situer en Europe ou en France. Qu'est-ce qui se passe? Ça avance plus? D'accord. Ce qui est important de retenir, c'est que le titre d'hébergeur correspond à une responsabilité juridique. C'est pas juste. Je vais y arriver. C'est pas uniquement l'aspect je stocke des données, je les garde de manière sécurisée. L'aspect responsabilité juridique, ça veut dire que l'hébergeur va, même s'il fait appel à des sous-traitants, il va devoir garantir l'aspect HADS pour tout le monde. C'est lui qui va être responsable des données et de tout ce qui va avec. Alors j'ai quand même un petit peu parlé de l'imagerie. Hop, ça c'est ce que je nous souhaite à tous dans un avenir très proche. Ça te fait rire, Marine? En imagerie, j'espère que bientôt on pourra tous faire ça, dans le sens où on pourra tout dématérialiser au maximum et on pourra travailler chacun d'où on veut. Alors, c'est toujours pareil, là c'est vraiment l'exemple concret de l'ouverture. On va pouvoir faire ces acquisitions dans l'hôpital et puis le médecin pourra être un petit peu où il veut, il pourra être chez lui, il pourra être sur la plage et il pourra faire son post-traitement. L'idée c'est vraiment ça. Il y a déjà des offres de PACS sur le marché, il y en a plein sur les JFR où en fait les packs sont dématérialisés et vous pouvez consulter vos images aussi bien du cabinet que de l'hôpital que de chez vous. Et l'idée ça va être de faire un petit peu la même chose avec le post-traitement. Le principal souci, parce que tout ça c'est bien beau, mais il y a quand même un frein à tout ça, ça va être le réseau, parce que tout ceci c'est possible que s'il y a du réseau. Donc ce qui était compliqué il y a encore, on va dire il y a 2 ans, qui ne faisait pas forcément de sens il y a 2 ans, maintenant ça commence à le faire. On a de la fibre quasiment partout, même nous à la Ciotat, on a enfin la fibre. Donc en région parisienne encore plus, et même en campagne ça commence à se déployer de manière intéressante. On va pouvoir travailler à distance, même avec de la 3G, avec de la 4G, ça va être tout à fait possible. Sachant que c'est assez compliqué, les cas d'imagerie en termes de volume de données sont assez conséquents. Ce qui va se passer ici, c'est que si on dématérialise tout, si vous avez un PACS qui est dans le data center et que nous on est dans le même data center, les données en réalité ne vont jamais sortir du data center. Il n'y aura que le flux vidéo qui va arriver jusqu'à votre device. Vous allez avoir votre PACS, vous allez avoir en l'occurrence nous notre léasphère, et tout va rester, si le data center est à Paris, en réalité tout va rester à Paris. Vous n'aurez que le flux vidéo. Donc c'est de l'ouverture sur la plage et c'est de la sécurité, parce que rien ne s'en va de Paris. Alors, en application, donc, on a commencé dans les années 50. Donc, historiquement dans les années 50, ça te fait rire, Cyril? On est aujourd'hui 19 octobre, c'est à peu près, je suis un petit peu en avance. C'est à peu près 13h12, donc je suis un petit peu en avance. Donc on a vu qu'il y avait tout un tas de concepts existants. Vous avez certainement pu voir nos outils pour travailler sur notre stand. Vous avez pu aussi peut-être travailler déjà directement dans les hôpitaux. Donc on va essayer de se projeter peut-être dans 1 an, peut-être un petit peu avant, j'espère. Ça va être, on a choisi de travailler avec plusieurs partenaires qui sont peut-être dans la salle. Ils m'ont dit qu'ils viendraient, mais je ne sais pas s'ils ont trop eu le temps. On va essayer de vous proposer d'ici peu, nous, des solutions en ligne de nos outils, pour que vous puissiez travailler dans des conditions très, très confortables,
aussi bien de chez vous que de l'hôpital. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. On travaille de manière très régulière avec les principaux acteurs aussi bien de l'hébergement que du cloud. Alors je ne vais pas les citer parce qu'ils ne sont pas tous là, après ils vont me dire... On peut aussi, de manière très rapide, vous proposer des maquettes. Donc ça, par contre, il faut nous demander. Pour des études cliniques, par exemple, on va pouvoir vous proposer d'ores et déjà des maquettes, typiquement sur de la plateforme Amazon, qui ne nécessitera pas d'avoir... on va pouvoir travailler la donnée anonymisée sur de la plateforme Amazon avec des solutions qui sont tout à fait fonctionnelles. Donc ça, c'est selon vos demandes et on va pouvoir commencer à répondre à tout ça. Donc je suis allé un petit peu vite. Par contre, Bruno, si tu as des questions un petit peu là-dessus, on peut voir au niveau des questions. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour Olivier? N'hésitez pas, c'est le bon interlocuteur pour vous répondre. Si je vous ai perdu dès les premiers slides, c'est pas grave, hein, j'assume. Moi j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut héberger des données personnelles sur un cloud de santé? Oui. Si déjà c'est un cloud de santé, sans problème, puisque c'est fait pour. On a vu que c'était HADS, donc hébergeur agréé de données de santé. Alors il n'y a pas de représentant là, ou alors je ne les ai pas trouvés, mais oui, justement c'est fait pour ça, et en l'occurrence ils doivent respecter toutes les normes en vigueur. La liste des hébergeurs de santé sont sur le site de l'ARS, je crois, il y a toute la liste sur le site. Donc c'est vraiment des acteurs et des partenaires qu'on essaye de privilégier. Donc oui, c'est justement dans ce but-là. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Non. Moi j'ai une autre question. Le data center, est-ce qu'il doit être physiquement basé en France pour les données de santé françaises, ou est-ce qu'il peut être en Europe ou ailleurs? On a vu qu'ailleurs c'était pas possible pour les données de santé. Le data center doit être situé en France ou éventuellement en Europe, mais c'est limité à quelques pays. Alors il y a la Suisse, même si c'est pas vraiment l'Europe, mais c'est considéré comme étant la Suisse pour le coup. Il y a l'île de Man, il y a quelques pays qui vont pouvoir rentrer dans ce cadre-là. On va avoir, alors j'ai pas retrouvé dans mes notes, je vous ai dit, il y avait aussi ces territoires de Guernesey, l'île de Man, Jersey, l'Argentine, qui peuvent rentrer là-dedans. Par contre, d'un point de vue ouverture, qu'on a vu tout à l'heure, il n'y a pas de... L'utilisateur ne sait pas où physiquement sont situées les données. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va être situé en général en France. Ce qui peut se passer, je pense, d'un point de vue hébergeur, nous ne sommes pas hébergeurs et ce n'est pas notre métier. Mais après, il peut y avoir aussi de la redondance d'un point de vue sécurité. Et les données peuvent être répliquées ailleurs dans le cas d'un crash pour pouvoir retrouver toutes les datas. Mais globalement, en général, c'est situé en France. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'intérêt non plus à aller trop à l'étranger. Merci. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez fait une étude pour savoir à partir de quel niveau de données ça devient rentable d'avoir un cloud? C'est-à-dire qu'on a des risques, on a des taxes. Pour l'instant, c'est la plupart du temps à la maison, dans nos sociétés. Et là, quand on les héberge, il y a quand même des coûts cachés. C'est-à-dire qu'il faut des lignes d'Internet. Éventuellement, il faut doubler les lignes. Et s'il n'y a plus de réseau, notre service ne tourne plus. Est-ce qu'il y a une étude pour savoir à partir de quel nombre de terras de données ça devient rentable d'avoir un cloud, ou plutôt c'est plus rentable d'avoir son matériel à domicile? Alors c'est ce que tout à l'heure, il y avait un slide que j'ai appelé seuil de rentabilité. Justement, ça se calcule. C'est quelque chose qui se calcule. Ça sera plus peut-être avec les hébergeurs ou fournisseurs de réseau qu'on va pouvoir calculer ça. Mais effectivement, ça se calcule. On va prendre d'abord le coût de possession. On va prendre effectivement toutes les données de coût réseau.
Après, c'est des choses qui peuvent être intéressantes aussi parce que les coûts vont être lissés. Le cloud, c'est du paiement à l'usage, donc ça va être du paiement au mois, ça va être de l'abonnement. Donc, au lieu d'avoir un investissement lourd dès le départ avec des coûts de possession qui vont être lourds, on va avoir quelque chose qui va être lissé dans le temps. Ça, c'est un premier point. Ensuite, d'un point de vue usage, vous allez produire des données, vous allez pouvoir évaluer, dire bon, ben, je change mes serveurs tous les 5 ans. Tous les 5 ans, il faut que je sorte, par exemple, je dis n'importe quoi, mes 100 000 euros parce que je renouvelle mes serveurs. Donc tout ça, ça se calcule. Mais ça va dépendre du volume de données que vous allez produire, principalement, ou du volume de données que vous allez vouloir conserver. Effectivement, ça se calcule. Il faut prendre d'un côté le modèle classique, en face le modèle cloud, et voir à quel moment on arrive à ce seuil de rentabilité. À un moment donné, les courbes, la courbe de capacité va forcément rejoindre la courbe de cloud. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, donc je suis passé un petit peu vite sur l'anecdote, mais au bout d'un moment, effectivement, il est plus rentable de basculer sur une infra sur site. Mais on ne peut pas le définir comme ça. Alors effectivement, mais c'est des études au cas par cas, c'est des choses qui se font au cas par cas. Oui. Combien de temps on garde les données? C'est-à-dire, on héberge les données, après, combien de temps on est obligé de les garder Alors là, comme ça, je ne saurais pas répondre. En général, les données de santé, c'est à vie, non, plus ou moins. Je ne sais pas du tout. On va les conserver, les archiver pendant 20 ans. 20 ans. Le dernier contact avec le patient. D'accord. Si au bout de 19 ans et 9 mois, votre patient revient, vous êtes reparti pour 20 nouvelles années. Donc ça, c'est incompressible, c'est la loi Kouchner. Ça dépend de là, donc c'est 20 années minimum. Il y a certaines pathologies où c'est 30 ans. Et combien, alors, ce que ça coûte de les faire héberger? Je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas hébergeur, donc... Ça vient moins cher de faire cet hébergement longue durée chez les hébergeurs, dont c'est le métier, que de le faire soi-même. Par contre, pour le stockage courte durée, 2-3 ans, tout, des fois c'est plus rentable pour l'hôpital ou pour l'établissement privé de stocker sur place, parce qu'il y a des problèmes de temps d'accès. Hein, les médecins ne vont pas supporter d'attendre le temps que toutes les masses de données, parce que l'imagerie c'est lourd, ça prend du temps de transfert, et on n'a pas encore les réseaux qui permettent. Effectivement, pour réaliser des coûts d'échelle sur la longue durée, merci pour votre réponse. Je pense qu'effectivement, les réductions de coûts se font mieux sur le long terme. Et effectivement, les hébergeurs sont très bons pour ça. Parce qu'ils vont réaliser des coûts d'échelle, ils peuvent stocker des terras et des terras à très petit prix. Et c'est plus compliqué pour des infra sur site où il va falloir tout le temps réapprovisionner. Et c'est plus dur de négocier au volume donné. Est-ce qu'il y a une certaine garantie sur les pertes de données si les hébergeurs perdent les données C'est contractuel. Alors, j'ai pas de contrat d'hébergeur sous la main, mais en général, c'est des choses qui sont contractuelles. C'est des choses qu'on discute avec les hébergeurs. Effectivement, c'est des choses qui se négocient avec les hébergeurs. Mais dans la loi, il n'y a rien. Au niveau légal, il n'y a rien. En termes de HADS, les hébergeurs de santé doivent répondre à toutes les exigences que j'ai citées. Donc à partir de là, soit la sécurité, ils doivent garantir la sécurité des données. Ça fait partie des prérequis de base. Donc voilà. Après, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans les contrats. C'était pas forcément le but du... Il me semble que dans les contrats, il y a une garantie de redondance des données et sur d'autres data centers, tout à fait, justement au cas où un data center crash. En général, ça peut pas arriver. Il faut être... si ça arrive, c'est que vraiment... il peut y avoir des crash disques, mais d'un point de vue technique, maintenant, tout est redondé, tout est monitoré. Donc dès qu'il y a un disque qui commence à être défaillant, le disque est remplacé tout de suite. Les données sont répliquées en permanence sur XB de stockage réseau. Donc dès qu'on enlève le disque, on en remet un autre, tout est répliqué dessus à l'identique. Il y a quasiment, il y a plus de temps d'arrêt comme ça pouvait se faire avant, où on arrêtait la machine, on changeait le disque, on remettait un disque.
Après, il fallait recopier les données. Ça n'existe plus, tout ça. Au-delà, j'ai parlé techniquement, je ne suis pas allé dans les détails techniques, mais là-dessous, il y a des couches de virtualisation, il y a des couches système. Tout est géré nativement maintenant. C'est plus comme on faisait avant avec du DOS, on montait des disques durs, on montait des drivers, tout ça c'est fini. Tout est géré par de la virtualisation, on monte les disques, on crée des clusters, on crée des nœuds. Tout ça se fait automatiquement. Oui. En termes de protection de données patients, est-ce qu'il faut une autorisation préalable des patients pour l'information? Parce que c'est des données qui vont être stockées ailleurs, par exemple en Suisse. Mhm. Donc forcément, la société qui va gérer ça va avoir accès. Est-ce qu'il faut informer le patient? Est-ce qu'il autorise ça? A priori non, ça reste, par exemple pour du PAX, à mon avis, ça reste comme du PAX classique, c'est simplement le fournisseur de services qui est externe, c'est tout. Il y a pas je pense pas qu'il y ait besoin d'informer spécialement les patients. C'est censé être sécurisé, c'est censé répondre à toutes les exigences. Alors c'est énormément de paperasse. De nos partenaires sont venus nous dire on a vu que vous faisiez une session cloud, c'est un petit peu effectivement un contre-courant aussi de l'ensemble des sessions que j'ai pu voir ici. Donc ils se sont posé des questions, ils ont cru qu'on allait annoncer la super nouvelle offre. Je dis pas du tout. Et effectivement, pour moi, ça doit rester transparent pour le patient. On n'est pas, nous, on ne va pas se lancer dans de la démarche de certification HDS, tout au moins pour le moment. C'est quelque chose de très lourd et il faut respecter vraiment beaucoup de critères, il faut être vraiment très rigoureux. Voilà, donc je ne pense pas que d'un point de vue patient, il y ait besoin de l'informer spécifiquement. Peut-être à vérifier, mais j'ai pas trop de doute là-dessus. Encore des questions peut-être, je sais pas.